Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de Télé Djibouti dans l'actualité de ce 22 heures. Le président de la République a regagné hier soir la capitale à l'issue de sa visite éclair à Abu Dhabi pour présenter ses condoléances au peuple des Émirats et pour rendre hommage à son homologue décédé des Émirats arabes unis. Et Recep Tayyip Erdogan voit d'un mauvais œil l'intégration de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir la capitale à l'issue de sa visite éclair à Abu Dhabi, accueilli à son arrivée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que les autorités civiles et militaires du pays. Le numéro 1 djiboutien a présenté les condoléances officielles du peuple djiboutien à son nouvel homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, suite au décès survenu vendredi du président de ce pays frère, feu Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Le chef de l'État djiboutien a mis également à profit lors de ce déplacement à Abu Dhabi pour exprimer directement son soutien et ses vœux fraternels de succès et de réussite à Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan dans la haute mission et de conduire la destinée de la nation sœur des Émirats arabes unis. Le président était accompagné lors de ce déplacement par le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Ismaël Omar Guelleh s'est donc entretenu pour rendre hommage au Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président émirati décédé vendredi, et présenter ses condoléances à toute sa famille et au peuple des Émirats. L'entretien entre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et son nouvel homologue Cheikh Mohamed Ben Zayed s'est déroulé dans une ambiance cordiale. Le président de la République s'est déplacé personnellement à Abu Dhabi pour présenter d'abord ses condoléances à celui du peuple djiboutien. Après avoir présenté les condoléances à son homologue Ben Zayed, les deux dirigeants ont eu des échanges fraternels pour renouer les relations et partenariats solides entre les deux pays. C'était une occasion pour réaffirmer la disponibilité de Djibouti à aller de l'avant pour consolider les relations bilatérales. La rencontre a été cordiale et optimiste pour le développement des relations avec ce pays sur le plan commercial. Lors de sa visite à Abu Dhabi, le président Guelleh était accompagné par son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, et notre ambassadeur aux Émirats arabes unis, Moussa Mohamed Ahmed. Le ministre des Affaires étrangères nous fait le point sur cette visite dans la capitale des Émirats du chef de l'État. Vous l'avez certainement suivi à travers les médias. Suite au décès du président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa, le gouvernement de ce pays a décrété 3 jours de deuil. Et beaucoup de pays ont dépêché des délégations pour présenter donc, les condoléances aux autorités émiraties. En tant que pays arabe, pays frère donc, des Émirats, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est lui-même déplacé donc, à la tête d'une forte délégation pour rencontrer le nouveau président des Émirats arabes unis, à savoir donc Cheikh Mohamed Ben Zayed, qui était le prince héritier, qui aujourd'hui maintenant a été officiellement investi des fonctions de président des Émirats arabes unis. Donc la rencontre a eu lieu, le président de la République et le président des Émirats ont eu donc un échange fraternel. Et je crois que c'était aussi l'occasion pour la République de Djibouti de renouer avec ce pays en termes de relations solides, de partenariat. Il y a eu par le passé des incompréhensions, quelques divergences sur un certain nombre de dossiers commerciaux que vous connaissez. Mais je crois que c'était l'occasion aussi pour nous de réaffirmer la disponibilité de Djibouti à aller de l'avant dans la consolidation de ces relations. Je crois que le climat, en tout cas l'ambiance dans laquelle ces entretiens ont eu lieu, était vraiment très cordiaux et cordial, une ambiance cordiale. Et je crois qu'il faut rester optimiste. Et c'est pour nous aussi une façon d'aller de l'avant dans le développement de ces relations avec ce pays qui est important pour Djibouti et sur le plan commercial. Dans l'actualité également, le ministère de la Santé a organisé hier une cérémonie de célébration des journées mondiales des sages-femmes et des infirmiers pour rendre hommage aux femmes et hommes qui pratiquent ces nobles métiers.
placée sous le patronage du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rable, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Cette célébration conjointe a réuni un grand nombre de personnalités publiques, dont la maire adjointe de la ville de Djibouti, la représentante du FNUAP et la vice-présidente de l'UNIFD. Habituellement prévue le 5 et 12 mai, cette journée de célébration conjointe a également vu la participation des membres de ces corps de métier de sages-femmes et d'infirmiers issus de différents services de santé privés, parapublics et aussi celui des forces armées et de sécurité du pays. En sa qualité de présidente d'honneur de l'association des sages-femmes, la doyenne Mme Fadma Al-Shire a rappelé les rôles et devoirs de cette profession envers la société en invitant ses collègues à persévérer et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions. Et comme chaque année, ce fut l'occasion de retracer les avancées et les évolutions des praticiennes et praticiens des deux plus beaux métiers du monde, qui sont celui des sages-femmes et des infirmiers. Écoutons la représentante du FNUAP à Djibouti. Fédération internationale des sages-femmes, et pour les infirmiers, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. C'est énorme. Donc la journée de cette année vient dans un contexte international tout d'abord marqué. On est à mi-chemin de 2030. Donc, et de 2030 et de réalisation de 17 objectifs du développement durable qui ont été fixés, et notamment l'ODD 3 qui est relatif à la santé, dont la cible principale est la couverture sanitaire universelle. Bien sûr, il y a d'autres cibles, principalement en rapport avec la santé de la mère et de l'enfant, et sur lesquelles la communauté internationale s'est engagée pour leur réalisation à l'horizon de 2030. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a indiqué dans son intervention que la gestion salutaire de la pandémie de la Covid-19 a été possible grâce à la ténacité et au courage de ces personnels de santé auxquels elle a rendu un vibrant hommage. Écoutons la ministre. Un plaisir et un honneur de participer avec vous à la célébration combinée de la Journée internationale de la sage-femme et de l'infirmier à Djibouti. Depuis ma prime carrière dans le secteur de la santé, j'ai pu apprécier de visu combien est lourde et noble la mission qui incombe à ces deux corps de métier. Il s'agit pour les femmes de donner la vie en évitant les risques inhérents à toute opération d'accouchement qui pourrait subir et la mère et le nouveau-né. Il s'agit pour les infirmiers également de promouvoir la vie en soignant les malades, se présentant à la fois comme un art et une discipline scientifique. Les soins obstétricaux et les soins infirmiers se révèlent aussi complémentaires, qu'il n'y paraît pour enrichir la chaîne des valeurs en matière de santé et contribuer à la préservation et à la promotion du capital humain et du développement durable. Grâce à l'appropriation et au partage d'un certain nombre de valeurs essentielles, à savoir le professionnalisme, l'expertise, le respect, nos sages-femmes et nos infirmiers contribuent en plus à faire gagner la communauté nationale des coûts, des pertes humaines qui seraient engendrées d'une part par les pratiques non sécurisées des accouchements traditionnels, sans formation autre que le suivisme des pratiques des aînés, et d'autre part par le recours à des soins de guérisseuses aussi inutiles que nocifs. Procréer, engendrer, c'est faire entrer un être dans les genres humains, c'est faire preuve de générosité. La profession de sage-femme est une profession de tous les temps, de toutes les cultures et de toutes les générations. Elle accompagne la femme pendant la grossesse pour en assurer le suivi et l'accouchement. Alors, si nous célébrons aujourd'hui le centenaire des progrès réalisés par la profession, c'est surtout en regard aux résultats positifs constatés et réalisés par le professionnalisme du métier, qui sont surtout visibles à travers la diminution de la mortalité maternelle et infantile dès lors que le recours est fait aux sages-femmes. Prenons la parole à son tour. Le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rable Abdillah, a réitéré ses félicitations à tous les personnels de santé pour leur engagement et leur dévouement à servir leur nation. Nous l'écoutons. De participer avec vous à la célébration de la Journée internationale de la sage-femme sous la thématique 100 ans de progrès, et également la Journée internationale de la profession infirmier sous les thèmes la profession infirmière
une voie faite pour diriger, investir dans le soin infirmier et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Je me réjouis donc de participer aujourd'hui en commémorant les 2 journées internationales en même temps, chaque année le mois de mai. Mesdames et messieurs, je profite donc de cette occasion pour saluer les efforts inlassables et l'opportunité de rendre un hommage particulier à vous d'abord, sages-femmes, mais également aux infirmiers, aux infirmières, pour le rôle clé que vous jouez dans toutes nos structures de santé, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Vous êtes la cheville ouvrière de notre système de santé. Sans vous, il n'y a pas de système de santé. Cette journée nous permet de faire le bilan de nos efforts pour mobiliser davantage et intensifier les actions visant à améliorer la santé de nos populations. Il est à rappeler ici que non seulement les sages-femmes aident les femmes à accoucher, c'est ce que les gens retiennent souvent, mais vous faites beaucoup plus. Vous prodiguez également des soins pré- et post-nataux. Vous fournissez des services de planning familial, de dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus, mais également vous participez donc à la pratique de soins obstétricaux d'urgence. Vous contribuez à la prévention de mutilations génitales féminines. Vous soutenez les victimes des violences basées sur le genre. Vous proposez des services de santé reproductive aux adolescentes. En marge de cette double célébration, les officiels ont procédé à la remise de certificats de mérite au personnel sages-femmes et infirmiers qui ont été promus par leur père. Ces marques de reconnaissance et d'encouragement symboliques aux plus méritants et aux téméraires contribuent à rehausser l'engagement collectif de l'ensemble des professions afin d'exercer leur noble métier avec abnégation et professionnalisme. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée internationale des télécommunications et des sociétés de l'information. Cette journée a été l'occasion pour le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Redouane Abdoulaye Badogne, de faire le point sur les progrès significatifs qui ont été réalisés pour accompagner la vulgarisation de l'usage des TIC et les ambitions de réaliser une utilisation généralisée des TIC afin d'en faire un instrument de progrès durable. Écoutons la déclaration du ministre de la Communication. À l'instar des États membres de l'Union internationale des télécommunications, célèbre aujourd'hui, en ce 17 mai 2022, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette journée marque la création de l'Union internationale des télécommunications, IUT, le 17 mai 1865, mais consiste également à sensibiliser l'opinion sur les perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication dans le domaine économique et social, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Le thème retenu cette année par l'IUT, institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, est les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bonne santé. Mesdames et messieurs, la vision 2035 initiée par son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et la stratégie sectorielle, l'écosystème djiboutien des TIC a connu des grandes réformes par l'adoption de plusieurs lois pour favoriser le développement du secteur et de protéger les consommateurs. Des efforts ont également été consentis pour accompagner la vulgarisation de l'usage des TIC. Notre vision consiste à permettre à notre population d'accéder aux technologies, opportunités et solutions dont il a besoin à mesure que nous transformons en hub technologique. Aujourd'hui, plusieurs initiatives démontrent que la République de Djibouti est sur la bonne voie dans l'atteinte de cet objectif. Des progrès significatifs ont été réalisés pour accompagner la vulgarisation de l'usage des TIC. D'abord, la baisse significative des tarifs
des télécommunications en 2020. Les abonnements aux services de télécommunications mobiles ont augmenté de 37% en 2021. Le nombre d'usagers de l'Internet a connu une véritable explosion en 2021, réalisant une croissance de 267%. Cette croissance est le fruit d'une stratégie axée sur l'incitation à la consommation data, l'extension de la couverture et la densification des réseaux, les baisses tarifaires, mais également et surtout l'apparition de la pandémie du Covid-19 qui a boosté la consommation de l'Internet durant la période du confinement. L'année 2021 a été marquée par l'engagement de plusieurs travaux de densification et d'optimisation du réseau mobile. Le programme d'extension vise un renforcement des sites existants et la construction de nouveaux sites, rapportant ainsi le nombre total des sites radio vers la fin de l'année 2021 à plus de 100 sites. Djibouti Telecom a assuré un taux de couverture de plus de 90% de la téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire national. Le déploiement du réseau haut débit dans la capitale et les chefs-lieux. Le succès du mobile money qui a permis d'enregistrer un nombre croissant d'abonnés en seulement 2 ans. Ces services vont révolutionner le quotidien de tous les Djiboutiens et renforcer l'inclusion financière de la population djiboutienne. Conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguelé, mon département ministériel ainsi que les institutions sous tutelle ambitionnent de réaliser une utilisation généralisée des TIC afin d'en faire un instrument de progrès durable. Pour ce faire, nous avons la ferme volonté de mettre en place un cadre juridique et réglementaire pour le secteur en adéquation avec les enjeux de développement de notre pays, de vulgariser les outils des services TIC et de l'Internet, en particulier l'appropriation tant par les citoyens que par l'administration publique, d'assurer une couverture de près de 100% de la population djiboutienne en service de téléphonie mobile d'ici fin 2025, de porter le taux de couverture de l'Internet mobile à 100% de la population à cette même échéance, de porter le taux de pénétration de l'accès haut débit à près de 100% d'ici 2027, de mettre en place un plan ambitieux de formation et de développement d'une expertise nationale en matière d'éthique. Le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, a organisé hier la cérémonie de lancement de la première session de formation relative à la mise en œuvre de l'application informatique InserJeune au profit d'une vingtaine de formateurs et de conseillers du ministère de l'Éducation nationale. La cérémonie de lancement s'est déroulée au lycée technique de Gabod et a vu la participation de plusieurs hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale. La mise en œuvre de l'application informatique a pour but de mesurer le taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le taux de satisfaction des entreprises ayant embauché des diplômés de l'enseignement technique et de formation professionnelle. Cette action pilote est menée par l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Cette application génère des statistiques qui permettent d'analyser les métiers porteurs d'emploi en fonction de taux d'insertion des diplômés, des filières, des régions, des diplômés acquis et du type d'emploi, employé ou entrepreneur. Écoutez Madame Léna Diop, spécialiste du programme d'insertion professionnelle. Et tous les partenaires impliqués de faciliter la prise de décision et de se dire, bon, peut-être que pour certaines filières, on forme trop, il faudrait revoir notre méthode de formation, peut-être que ça ne correspond plus aux besoins des entreprises, etc. Et on est prêt aussi à accompagner les pays qui sont prêts pour aller vers leur dispositif national. Mais il faut savoir que ce dispositif national, c'est vrai qu'il va être piloté par le ministère, mais le ministère ne peut pas être seul. Le ministère doit être avec tous les partenaires, notamment, je pense au ministère de l'économie du numérique ici,
aux partenaires sociaux, à la Chambre des métiers, Chambre des commerces, à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient le ministère pour que ça soit quelque chose de profitable à tous et que tout le monde puisse se retrouver. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir des données et ces données-là, il faut savoir les analyser et pouvoir prendre les bonnes décisions pour le ministère. Le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hamad, et le directeur du centre régional de l'enseignement du français à Djibouti, Youssouf Arif, ont tour à tour souligné l'importance de cette session de formation sur la mise en œuvre de l'application. Les écoute. Le secrétaire général avait lancé une consultation auprès de la jeunesse francophone. Et nous avons eu lors de cette consultation plus de 10 000 jeunes de l'espace francophone représentant plus de 84 États et gouvernements de la francophonie. Et cette consultation a dépassé même et a été, je dirais, destinée à la jeunesse au-delà même des pays membres de l'OIF. Il en ressort un élément fondamental. La première priorité des jeunes, c'est l'emploi. Deuxième priorité, c'est l'éducation. Et troisième priorité, c'est le bien-être. Donc, au-delà, toutes les questions autour de l'environnement, les questions autour de la participation à des problématiques ou des sujets mondiaux. Améliorer l'insertion, c'est pour nous capital parce que c'est une façon de voir notre performance par rapport aux formations que nous donnons. Cette plateforme nous permettra non seulement de voir l'ensemble des établissements qui sont sur le terrain, les formations proposées, et également les entreprises privées, mais également les diplômes. Donc, les trois qui font le triangle pour qu'on puisse améliorer et réussir ensemble cette insertion des jeunes qui nous est vraiment capitale. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a quant à lui félicité l'enseignement technique et de la profession professionnelle et indiqué que d'autres formations seront dispensées pour assurer l'insertion des jeunes dans le milieu du travail. Nous l'écoutons. Je voudrais aussi me remercier et féliciter l'inspection générale de l'enseignement technique qui a aussi profité de ces occasions-là pour initier et engager des activités. Nous sommes à la deuxième et je crois que les trains est lancé pour en organiser d'autres. Mais depuis déjà quelques mois, nous avons organisé les déclics qui est en cours et aujourd'hui nous assistons au lancement d'une formation sur une plateforme Inserjeune très importante pour le ministère. Vous le savez tous très bien que l'insertion était un point d'attention du ministère. Un point critique. On est sorti depuis quelques années déjà de cette logique de former pour former. On est dans une logique de former pour assurer l'insertion de nos jeunes dans le milieu du travail, que ce soit en entrepreneuriat, en auto-entrepreneuriat ou bien dans des structures économiques nationales. Et donc, le suivi de cette insertion est très importante pour nous, comme l'ont expliqué tous les collègues ici présents. C'est aussi un élément de régulation de la formation et de mesure de la qualité de la formation que nous disposons pour nos jeunes compatriotes. La direction de l'enseignement privé et associatif du ministère de l'Éducation nationale a organisé aujourd'hui la 6e session du concours international défi de la lecture arabe qui se déroulera aux Émirats arabes unis sous le haut patronage de l'émir de Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Cette année, les participants à ce concours sont au nombre de 450 issus des écoles privées arabisons. 70 élèves ont été retenus dans la première phase de ce concours. Dans la seconde phase, les 20 meilleurs candidats seront sélectionnés et les 10 premiers lauréats de ce concours représenteront la République de Djibouti à Dubaï et participeront aux phases finales au mois d'octobre prochain. Plus généralement, le bon déroulement de ce concours s'est fait en collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale, représenté par M. Abdelkader Mahmoud, superviseur du concours et directeur de l'enseignement privé et associatif d'une part, et la direction de l'école saoudienne, représentée par M. Salah Ben Abdallah Al-Gamidi, coordinateur du concours d'autre part.
le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a organisé une cérémonie de remise des certificats aux jeunes bénéficiaires du cycle 3 et 4 du projet Forge, formation des jeunes à l'entrepreneuriat au sein de l'auditorium du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, la directrice générale du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Mme Waha Ahmed Malo, le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, le président de la commune de Blaas, Abdelkader Iman Aden, le directeur général du CPEC, la directrice de la microfinance de la DDS, Khadala Omar, le directeur général adjoint du centre clé, Abdelkarim Mohamed, ainsi que le directeur des opérateurs du centre du clé, Cheikh Mohamed Abdallah, et le coordinateur du projet ont préparé cette cérémonie. Objectif, améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations, des soutiens financiers, ainsi qu'un accompagnement de proximité pour la mise en œuvre et la pérennisation de leurs activités génératrices de revenus. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats aux jeunes lauréats par les officiels présents à cette cérémonie. La présentation a été efficace et efficiente. 10 000 jeunes, sur 10 000 jeunes, 2 800, à peu près 3 000 ont été formés. Et puis, vous savez, l'esprit entrepreneurial, nous, Djiboutiens, nous n'avions pas avant. Parce que tout Djiboutien diplômé veut avoir donc, un bureau. Mais maintenant, nous constatons avec les différentes formations que quand on inculque, donc je félicite un peu tous les acteurs qui prennent part, la DDS, le centre clé, donc qui inculquent à ce jeune-là cet esprit de création d'entreprise. Vous savez, quand on est entrepreneur, une fois qu'on est entrepreneur, c'est difficile de convaincre un jeune qui a été inculqué si on lui propose donc un emploi au sein des différents services publics. C'est difficile parce qu'il a vu et il a senti ce que veut dire être entrepreneur. Donc vraiment, j'étais très ému de voir tous ces jeunes qui sont formés. Et on voit que maintenant, avec ces différentes activités génératrices de revenus, il y a la création d'emplois. Et donc, ce n'est pas seulement à la commune de Blaas, on voit que c'est à l'échelle nationale. Et donc, je félicite et j'espère que ces projets vont continuer et durer. Nous venons d'arriver. Et Inch'Allah, je pense que nous aurions la chance de voir aussi d'autres jeunes profiter de ces formations. Et pour plus de précisions sur les tenants et aboutissants de cette formation, suivant les interventions respectivement du directeur général de la DDS et celle du représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Aujourd'hui réunis ici à Clé pour la remise des certificats aux lauréats de la formation de l'entrepreneuriat financée par la Banque mondiale et Clé et exécuté par l'ADDS. Ce projet d'entrepreneuriat de jeunes vient d'un autre projet qui s'appelait Propeja et qui consistait également à former 3000 jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ça a tellement eu un succès que le Clé a monté dans la suite ce projet d'entrepreneuriat de Forge qui consiste à développer l'esprit d'entrepreneuriat de jeunes, mais également à développer des AGR pour ces jeunes-là. Donc, nous avons un objectif de 3000 jeunes, comme pour le Propeja où il y avait également 3000 jeunes pour l'ensemble du pays, et nous avons 500 AGR à créer. Et la finalité, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté, l'employabilité des jeunes, mais également faire en sorte d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat à ces jeunes et qu'ils deviennent également des contribuables.
Donc c'est vraiment un excellent projet et j'espère que ce type de projets vont continuer, notamment pour les jeunes universitaires, puisque là aussi nous avons un chômage assez important de jeunes. Et les jeunes universitaires ont aussi un esprit d'entrepreneuriat, mais vraiment très, très actif. Nous sommes extrêmement heureux à la Banque mondiale de voir ce projet se réaliser de manière tellement, avec tellement de succès. C'était incroyable aujourd'hui de voir l'énergie des jeunes qu'il y a sur l'entrepreneuriat à Djibouti. Cela fait partie d'une stratégie un peu plus globale que nous avons à la Banque mondiale sur le développement du secteur privé à Djibouti, en ce qui concerne le développement des secteurs, le développement des services pour le secteur privé. Mais l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. Et l'entrepreneuriat des jeunes en particulier, c'est une énergie qu'il faut apprendre à mobiliser afin de pouvoir mettre ces jeunes sur le marché du travail. On a mobilisé les méthodes, les bonnes pratiques internationales pour les mettre en œuvre par l'intermédiaire du Centre de leadership et d'entrepreneuriat de Djibouti, qui est une institution qui fonctionne bien pour mettre en œuvre ce type de programme. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des jeunes lauréats bénéficiaires de cette formation. Voici une. D'un groupe de 3 personnes. Aujourd'hui, on est là au centre clé pour participer à la cérémonie de remise du certificat. Ce certificat justifie qu'on a effectué une formation de 2 mois au sein du CDC au Haïdaba ou les différents CDC. Et on a profité de ce projet pour offrir d'activités, et Super Café par exemple, et d'autres projets. Il y en a d'autres projets comme le vêtement et tout ça. Sans transition, le Centre pour le leadership et l'entrepreneuriat a poursuivi hier les travaux de l'organisation des ateliers destinés à la création d'une association sectorielle des hôtels de Djibouti en partenariat avec le cabinet international IOS Partner et l'Office national du tourisme de Djibouti ainsi que la Chambre de commerce. Cette seconde journée a vu la participation de plusieurs hauts responsables du centre de l'Office national du tourisme de Djibouti, ainsi que les différents représentants des différents départements et associations concernées. Rappelons que cet atelier s'inscrit dans le cadre du schéma directeur du tourisme durable à Djibouti et a pour objectif principal de lancer une dynamique de structuration de l'offre touristique intégrée à travers la création d'une association sectorielle qui pourrait à terme faciliter la création d'un cluster ou d'une fédération du tourisme à Djibouti. Une opération conjointe des équipes de la garde-côte djiboutienne et de la Marine nationale a permis d'assister dans la soirée d'hier une embarcation yéménite transportant des migrants clandestins qui se dirigeaient vers le Yémen. L'embarcation qui a été interceptée transportait 144 migrants éthiopiens. Les migrants ont été conduits de manière sûre vers Djibouti où ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire avant d'être transférés vers les autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. 3 pasteurs yéménites ont été interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes, tandis que l'embarcation a été saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé hier soir que la Turquie ne cédera pas sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN après que les 2 pays ont officialisé leur candidature. Depuis l'invasion russe en Ukraine, les pays proches ou limitrophes de la Russie cherchent à se mettre à l'abri d'une potentielle menace de Moscou. Après avoir consulté leur population, la Suède et la Finlande ont jugé nécessaire de se placer à l'abri du parapluie otanien face à une Russie capable d'envahir militairement un de ses voisins. Quelles sont donc les raisons du refus d'Erdogan ? Eh bien, une des premières raisons invoquées par le président turc est la protection accordée par les pays scandinaves aux réfugiés kurdes. La Suède et la Finlande sont en effet une terre d'accueil pour les Kurdes qui ont fui les différents coups d'État de Turquie depuis les années 1970. Pour Erdogan,
Erdogan, les pays accueillant aussi des militants politiques pro-kurdes seraient des auberges au territoire du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Après près de 2 siècles de neutralité puis de non-alignement militaire, nous quittons une ère pour entrer dans une nouvelle. C'est ce qu'a souligné la première ministre suédoise. L'OTAN a quant à elle assuré que les 2 pays seraient accueillis à bras ouverts, contrairement à la Turquie. Voilà, donc c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.